Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons poursuivre aujourd'hui notre cours sur l'autorité, mais de manière en effet virtuelle. Je rappelle, pour aller à l'essentiel, le contexte dans lequel nous avons placé cette réflexion. Je rappelle la définition de base de l'autorité. L'autorité est un augmentateur, quelque chose qui augmente un pouvoir ou un argument sous une forme un peu de dopage. Nous avions examiné les trois augmentateurs principaux dans l'histoire de l'humanité. Le passé, un pouvoir ou un argument est augmenté parce qu'il a un lien particulier avec le passé. Le rapport à la nature, conçu comme un cosmos, c'est-à-dire une nature parfaitement organisée, belle, juste, bonne, et un pouvoir est un argument ou un argument est augmenté parce que il se conforme à cette nature, ils en reproduisent la forme, que ce soit au sein de la cité ou même au sein du corps, on avait vu la tripartition. Et puis enfin, un pouvoir ou un argument est augmenté par un troisième augmentateur qui est le rapport au divin, l'augmentateur théologique. C'est lui, ce divin, qui donne l'autorité au roi. Toute autorité vient de Dieu, selon l'adage de saint Paul, et c'est lui aussi qui donne autorité à un argument qui devient du même coup un argument d'autorité. Ces trois augmentateurs sont, vous le voyez, extrêmement puissants. À chaque fois, l'humanité cherche la clé de cette augmentation, la clé de cette autorité, c'est-à-dire un pouvoir ou un argument qui ne valent pas simplement de manière ponctuelle, mais qui valent dans la durée, qui puissent durer. C'est ça l'idée essentielle, l'intérêt de l'autorité. On peut avoir du pouvoir ponctuellement, peut-être par la force d'ailleurs, mais la force, elle, ne dure jamais. Et donc l'autorité, c'est la possibilité de faire durer un pouvoir, même quand la force n'est pas là. C'est ça le principe de l'autorité, ou de faire valoir un argument voilà, de manière plus durable qu'un argument qui serait simplement qu'on devrait toujours argumenter, vous voyez, qu'on serait toujours dans la démonstration, qu'il faudrait élucider, expliciter constamment. Et vous voyez que ce serait très coûteux en termes de temps, d'ailleurs, si on devait toujours questionner le pouvoir en disant est-ce que tu es vraiment le plus fort et qui es-tu pour m'imposer telle chose, ou si on devait pour chaque proposition à chaque fois refaire la démonstration ou à chaque fois essayer de l'expliquer, ce serait un coût considérable. Donc l'autorité, c'est ce qui permet de gagner du temps, en effet, en augmentant, en disant, voilà, quelqu'un me dit de faire ça, je vais le faire sans y réfléchir. Vous voyez, dans la condition où on est, les médecins nous disent de nous confiner, on ne va pas chercher outre mesure, on va rester dans cette situation. Voilà, donc trois augmentateurs, le passé, la nature ou le divin, qui ont fonctionné dans l'histoire de l'humanité de manière extrêmement puissante, quitte d'ailleurs à se synthétiser parfois. Ce qui caractérise la modernité, c'est le point que je voudrais évoquer dans cette séance, ce qui caractérise la modernité, c'est vraiment le fait que ces trois augmentateurs transcendants, le passé comme antériorité, la nature comme extériorité ou le divin comme supériorité, s'effondrent. Ils cessent de perdre leur évidence. Et dans la fiche que vous avez sur Moodle, je donne trois exemples de cet ébranlement des trois augmentateurs du passé, les trois augmentateurs principaux, ébranlement ou effacement qui se situe quelque part autour de la Renaissance, on va dire, à partir de la Renaissance, le moment où l'autorité du passé est ébranlée, celle de la nature l'est aussi, et celle du théologique l'est enfin, pour ce qui est du monde occidental en tout cas. Alors, quelques exemples que vous pourrez lire de ces trois ébranlements. L'autorité de la tradition, pour le dire très très vite, elle a été contestée déjà par les philosophes et par la philosophie grecque de façon générale, c'est même son principe, mais il y a un moment assez critique qui se situe autour de la Renaissance, dès lors qu'il y a dans le monde occidental la cohabitation de deux traditions qui vont être présentes, très fortes. Il y a la tradition chrétienne, le texte biblique, qui effectivement structure l'ensemble de la société. Et puis progressivement, notamment après la chute de Constantinople, prise par les Turcs en 1453, il y a un afflux de textes, parce que les intellectuels de cette partie orientale, de l'Empire romain oriental,
reviennent et viennent avec toute une série de textes qu'on avait assez oubliés dans cette partie occidentale, des textes de la tradition humaniste notamment. Et petit à petit va se faire jour une dualité dans le monde de la tradition. Il y aura la tradition chrétienne, des textes chrétiens, et puis la tradition de la littérature païenne qui va réapparaître. Alors certains vont chercher, comme par exemple saint Thomas d'Aquin, à assurer une synthèse, faire en sorte de montrer que entre Aristote et le texte biblique, on peut faire en sorte que les choses soient, disons, compatibles. Ce sera la stratégie de saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Mais d'autres vont davantage constater qu'il y a une divergence entre ces deux traditions. On pense par exemple à Pétrarque et quelques autres. Et donc va apparaître une conflictualité. Et cette conflictualité, vous voyez, c'est le moment où effectivement on ne sait plus à quelle tradition se vouer. À partir du moment où vous avez plusieurs traditions, il n'y en a plus. Il n'y en a plus du tout. Parce que ça veut dire qu'il faut examiner les choses. Prendre les choses là où elles nous paraissent être les meilleures. Et il y a un épisode de l'histoire, notamment littéraire et intellectuelle européenne, qui caractérise bien cette conflictualisation. C'est ce qu'on appelle la querelle des anciens et des modernes. Querelle des anciens et des modernes, c'est une question de savoir qui sont les meilleurs, en quelque sorte. Qui sont les meilleurs. Alors, il faut être très très attentif au fait que les modernes ne sont pas les plus innovants, comme on pourrait le penser. Moderne, à l'époque, dans la querelle des anciens et des modernes, moderne, ça veut dire dans l'air du temps. Hein. C'est une espèce de... Ça sera la mode. Moderne, ça veut dire à la mode. Et bien souvent, les penseurs, disons, les plus originaux, c'est un peu le paradoxe, comme Montaigne et quelques autres, comme Pétrarque aussi, vont défendre les anciens. Vont défendre les anciens contre les modernes, parce qu'ils considèrent que les anciens sont plus profonds que les modernes, c'est-à-dire qu'il y a plus de profondeur dans la pensée antique que dans la pensée à la mode. Donc il faut se méfier de cette querelle, mais cette querelle, au-delà des prises de position qui la caractérisent, est un bon exemple du fait qu'on sort du monde de la tradition. Je veux dire par là que la sortie du monde de la tradition, c'est pas de défendre les modernes contre les anciens, ou les anciens contre les modernes, c'est le fait qu'on soit dans la querelle des anciens et des modernes. Voilà. Et vous pouvez constater, aujourd'hui encore, que sur tous les sujets qu'on examine, il y a les anciens, il y a les modernes. Cette querelle des anciens et des modernes, c'est la preuve que nous sommes sortis de la tradition, parce que la tradition, c'est par principe l'idée que les modernes, c'est mal, et que les anciens, c'est bien. Il n'y a pas de querelle. C'est une évidence. Pour les modernes, il y a un débat. Et un exemple de ce débat se trouve dans la fameuse redémarrage de la crise de la querelle des anciens et des modernes au XVIIe siècle, sous la plume de Charles Perrault, l'auteur des contes de Perrault, mais qui est par ailleurs un académicien, et qui, avant d'écrire ses contes, est célèbre par un discours qu'il a fait lire à l'Académie française, et qui s'appelle « Le siècle de Louis le Grand », et qui témoigne de la volonté de sortir du règne des auteurs antiques pour valoriser les auteurs qui sont les auteurs les plus contemporains. Voilà ce discours qui est en alexandrin et rimé, et donc toujours agréable à lire. La belle Antiquité fut toujours vénérable, mais je ne crus jamais qu'elle fût adorable. Ils sont grands, je vois les anciens s'employer les genoux. Ils sont grands, il est vrai, mais hommes comme nous. Et l'on peut comparer, sans craindre d'être injuste, le siècle de Louis au beau siècle d'Auguste. Le siècle de Louis, c'est en l'occurrence le siècle de Louis XIV. Voilà, et donc vous voyez ici une affirmation de la valeur de la modernité contre les anciens. Je continue pour vous donner un peu l'argument. Platon, qui fut divin du temps de nos aïeux, commence à devenir quelquefois ennuyeux. Alors, vous voyez, le crime de lèse-majesté à la garde du grand philosophe, qui devient effectivement ennuyeux. Chacun sait le décrit du fameux Aristote, en physique moins sûr qu'en histoire Hérodote. Donc, on valorise Hérodote, Aristote, mais en fait, ils sont assez peu sérieux quand on constate les progrès de la science moderne. Voilà, la crise des anciens et des modernes. Vous voyez en quel sens cette crise marque, au-delà des arguments, la fin de la tradition, du règne de la tradition définitive,
avec d'ailleurs un argument qu'on va retrouver très souvent, qui consiste à dire que, certes, les anciens sont très grands, les modernes sont peut-être des nains, et les anciens des géants, mais puisque les modernes ont lu les anciens, ils voient plus loin qu'eux. L'image qui est reprise ici, c'est que les anciens sont des géants, les modernes sont des nains, mais les modernes, nains, juchés sur les épaules des géants, voient plus loin que les anciens. Ils sont plus hauts. Voilà cette première crise. Deuxième crise, la crise de la nature. Je rappelle l'idée chez les Grecs, notamment, et une bonne partie de la théologie médiévale qui essaie de faire la synthèse, le monde, la création, le monde est un ordre parfaitement harmonieux, tout est à sa place. Tout est à sa place, tout est justifié, nous avons une place qui nous est destinée avant même notre naissance, et vraiment la sagesse, c'est d'occuper sa place, de ne pas vouloir sortir de son rôle, ni en haut ni en bas, et d'être inscrit dans une hiérarchie, dans un monde parfaitement ordonné, qui est la condition de la vie bonne. Alors, ce qui caractérise là aussi la modernité à partir de la Renaissance, et plus encore du XVIIe siècle, c'est précisément la déstructuration du monde, du cosmos, et on passe, comme dit Alexandre Coiré, qui est un grand philosophe des sciences, du monde clos à l'univers infini. Du monde clos à l'univers infini. Un monde clos organisé, hiérarchisé, à un univers infini où là, tout devient relatif, tout devient incertain. Oui, on apprend que d'abord la Terre est ronde. Enfin, c'est pas une nouveauté absolue, mais en tout cas, elle se diffuse. Ça veut dire qu'à certains moments, on a la tête en bas. On apprend aussi que le Soleil n'est pas forcément, que la Terre n'est pas forcément au centre. On apprend également que peut-être, beaucoup plus tard, le Soleil est un petit point, ou la galaxie est un petit point. Donc, on a une sorte de vertige qui prend par rapport à un monde qu'on envisage comme parfaitement ordonné, ou avec chaque place préfixée. On s'aperçoit que tout ça est très relatif. Voilà un exemple. Un autre exemple de cette prise de conscience de ce monde qui devient totalement désordonné, qui ne peut plus servir d'augmentateur, c'est ça l'idée, pour fonder quoi que ce soit. C'est le fameux poète anglais John Donne, donc nous sommes en 1611, qui est un grand poète très intéressant, avec une valeur ajoutée philosophique très, très forte. Vous pouvez lire ses poèmes. Voilà ce qu'il écrit après avoir eu connaissance des principes nouveaux de la cosmologie. La philosophie nouvelle, donc les découvertes savantes, rend tout incertain. L'élément du feu est tout à fait éteint. L'élément du feu qui correspond aux premières physiques, aux premiers physiciens grecs. Le soleil est perdu, et la terre. Et personne aujourd'hui ne peut nous dire où chercher celle-ci. Les hommes confessent franchement que ce monde est fini, lorsque dans les planètes et les firmaments, ils cherchent tant de nouveau, puis voient que celui-ci est dissous à nouveau dans les atomies. Vous voyez que l'idée qu'on a l'impression que chaque chose est énorme, vous voyez, c'est comme ce petit sentiment qu'on peut avoir, on dit voilà, ma maison est énorme, et si je regarde la Terre, elle est toute petite, et si je regarde la Terre dans la galaxie, elle est toute petite, et si je regarde la galaxie dans l'univers, dans la Voie lactée, c'est infinitésimal, et si je regarde la Voie lactée dans l'univers, alors, peanuts. Donc ce sentiment de vertige qui prend absolument chaque individu. Il cherche tant de nouveau, puis voit que celui-ci est dissous à nouveau dans les atomies. Tout est en morceaux, toute cohérence disparue, plus de rapport juste, rien ne s'accorde plus. Voilà. Donc, le monde, le cosmos, ne peut plus servir d'augmentateur. On ne peut plus connecter une autorité politique ou même une autorité argumentative sur une nature qui ne présente manifestement plus aucune espèce d'ordre. Troisième crise extrêmement grave, la crise théologique. Le troisième augmentateur, au moment de la Renaissance, entre en crise. Alors attention, il faut être clair là-dessus, ça ne veut pas dire que les gens d'un seul coup se découvrent athées, que voilà, la laïcité s'impose de manière totale et que Dieu et les croyances disparaissent. Non, la Renaissance est un monde où justement la croyance est très présente, la religion continue de structurer la vie collective, simplement, au sein même de la religion, apparaissent des clivages qui sont des clivages monstrueux. C'est notamment, pour ce qui est de l'Occident,
la période de la Réforme, qui est un épisode parmi d'autres, mais particulièrement marquant, c'est-à-dire l'idée que, la thèse centrale de Luther, c'est l'idée que, fondamentalement, l'Église, c'est-à-dire cette instance médiatrice entre Dieu et les hommes, que l'Église a failli et a trahi à sa mission, qu'elle a inventé en quelque sorte une religion qui ne correspond pas à la vérité du message biblique, du message évangélique. C'est pour ça que Luther va, après avoir provoqué un peu l'Église sur des questions comme notamment les ventes d'indulgence, c'est-à-dire la capacité pour des croyants, des fidèles, d'acheter en quelque sorte leur salut, ce qui paraissait effectivement tout à fait scandaleux, va décider, Luther, de traduire la Bible en allemand, c'est-à-dire de faire en sorte que cette Bible qui était jusqu'à présent en latin, donc accessible uniquement à ceux qui avaient appris le latin, ceux qui savaient aussi lire par ailleurs, eh bien traduit la Bible en allemand, c'est-à-dire qu'elle devient cette Bible accessible à tout un chacun. Et d'ailleurs, ça va déclencher, au moment d'ailleurs où on découvre l'imprimerie, un mouvement d'alphabétisation en Europe qui va être absolument gigantesque. Il faut, pour être un bon chrétien, non pas écouter la messe, le curé parler, mais il faut fondamentalement lire des livres. Donc l'alphabétisation émerge à ce moment-là. Et cette alphabétisation fait que, à partir de là, chacun est en mesure d'évaluer le message religieux. Et voyez en quel sens on a ici une crise de l'autorité. C'est que l'autorité de l'Église, qui était le monopole, qui avait le monopole de la transmission du message évangélique, du message biblique, eh bien, est contestée par tous les individus qui sont à même presque de défendre leur propre interprétation. Et de fait, l'Europe de la Renaissance va être une Europe traversée par des guerres de religion. C'est-à-dire que chaque secte, chaque parti va défendre une interprétation qui lui est propre, et cela créera effectivement une crise de l'autorité religieuse. Et donc, puisque l'autorité religieuse est en crise, il apparaît effectivement vain de fonder quoi que ce soit sur cette autorité religieuse. D'où la troisième crise, la crise du théologique, la crise de ce qu'on appelle d'ailleurs le théologico-politique. Donc voyez en quel sens la Renaissance, élargie à l'âge classique, au XVIIe siècle, et bien du XVIe au XVIIe siècle, apparaissent une gigantesque crise de l'autorité où les trois fondements habituels de l'autorité, à savoir la tradition, querelle des anciens et des modernes, le cosmos, grande découverte sur l'univers, Kepler, Copernic, Galilée, jusqu'à Newton, et troisièmement, le théologique, avec les guerres de religion et les conflits sur l'interprétation du texte religieux, eh bien ces trois événements vont plonger littéralement l'Europe, l'Occident, dans une guerre, dans une crise de l'autorité tout à fait considérable. Et donc, effectivement, il va devenir extrêmement difficile de fonder quoi que ce soit sur ces trois fondements. D'où le geste moderne qui va être de chercher un nouveau fondement ou de tenter peut-être de se passer de toute espèce de fondement. C'est ce que nous allons voir dans un instant.